voir les caractéristiques d'un texte fantastique. Alors, j'ai mis au tableau la définition d'un texte fantastique. Donc un texte fantastique, c'est un texte dans lequel un personnage va évoluer dans un décor familier. On va appeler ça le cadre spatio-temporel réaliste. Le cadre spatio-temporel, ce sont les éléments de temps et de lieu. Et quand je dis que c'est réaliste, eh bien c'est parce que souvent l'action va se situer dans le milieu domestique, on va être dans un salon, dans une chambre, ce genre de choses. En tout cas, on va pas être dans un endroit qui ne nous rappelle rien à nous en tant que lecteurs. Ensuite, eh bien, il va y avoir subitement la présence d'un élément surnaturel. Alors ça peut être des éléments de la maison qui vont se mettre à bouger, ça peut être une présence trouble, quelque chose comme ça qui intervient dans un univers familier et qui va provoquer de l'inquiétude chez le narrateur et du coup aussi chez le lecteur. La fin d'une nouvelle ou d'un texte fantastique, ce qu'on va appeler la chute, doit amener à une double interprétation. Une qui va être rationnelle et l'autre qui va être irrationnelle. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à la fin d'un texte fantastique, on ne sait pas si ce qui s'est passé est logique, ça veut dire rationnel. Donc si par exemple c'est un narrateur qui était ivre, si c'est un narrateur qui a un peu halluciné, ou si c'est irrationnel, et là irrationnel ça va être une explication un peu illogique, dans le sens de quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas prouvable par la science. Et donc, une explication irrationnelle, par exemple, ça peut être qu'il y a un fantôme, une force surnaturelle qui était présente. Donc, un texte fantastique doit exprimer la peur et le doute. Et donc, on va trouver des indicateurs pour la peur. Donc, évidemment, du vocabulaire qui va venir traduire la peur avec des verbes, des adjectifs et des noms, ça c'est sûr. Mais également des phrases exclamatives pour montrer une certaine émotivité. Et dans ce cas-là, on va parler de ponctuation expressive. Pour traduire la peur, on va aussi avoir dans les textes des interjections comme « ah »,« oh » qui montrent également de l'expressivité. On pourra également retrouver des manifestations physiques comme des sueurs froides, des tremblements. Donc voilà un petit peu les éléments, les indices qui vont montrer que dans le texte, il y a de la peur. Et ce vocabulaire de la peur est accouplé avec ce vocabulaire du doute. Le doute va être traduit par des questions rhétoriques. Alors j'ai mis qu'une question rhétorique, globalement c'était une fausse question, une question qu'on va pouvoir se poser à soi-même. C'est quand un narrateur va dire « est-ce que je deviens fou que vois-je » Voilà, ça va un petit peu amener du doute. Souvent, le doute, eh bien, il est aussi constitutif du fait que c'est un point de vue interne. C'est-à-dire que le personnage, il dit « je ». Il parle à la première personne. Et c'est parce qu'il parle à la première personne qu'il vit sa propre expérience que du coup, il doute. Parce que si c'était un narrateur extérieur, eh bien, on pourrait un petit peu avoir des clés sur les réponses de l'expérience que vit ce narrateur. Mais là, vu qu'il est seul et qu'il vit son expérience, eh bien, lui aussi, le narrateur, tantôt, il va pencher vers une explication rationnelle et tantôt par une explication irrationnelle. Et c'est ce qui va semer aussi la confusion chez le lecteur. Pour amener du doute, on a aussi souvent l'évocation de la folie ou des hallucinations. Et bien sûr, tout le vocabulaire, comme je le disais tout à l'heure, des noms, des adjectifs et des verbes qui sont associés au doute. Voilà. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau un extrait de texte. Ce texte a été écrit par Théophile Gautier et s'appelle La Cafetière. Je vais te donner quand même quelques autres noms d'auteurs qui sont célèbres pour leurs textes fantastiques. Donc il y a à l'étranger Edgar Allan Poe, qui a été traduit en français bien sûr. On va retrouver par contre en langue française beaucoup de textes de Maupassant, à l'instar du Horla ou La main d'écorché. Il va y avoir aussi Prosper Mérimée par exemple, avec la Vénus d'Île que tu connais peut-être. Donc là, j'ai mis au tableau ce petit texte que je vais lire et tu vas essayer de trouver des indices qui tendent à prouver que ce texte fait bien partie du registre fantastique. Voilà, je vais lire le texte. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front. Mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps.
Oh non, je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait et l'on me prendrait pour un fou. Donc ici, j'ai mis au tableau quelques indices qu'il faut spontanément regarder. Alors en termes d'énonciation, j'avais dit que souvent les textes fantastiques étaient écrits, donc l'énonciation qui parle à qui et comment, à quelle personne. J'avais dit que souvent c'était effectivement à la première personne. Et ici, je vois bien le je, me. Donc, pronom personnel et pronom COD. Encore ici le me. Donc ici, c'est bien écrit à la première personne. Je peux donc dire que mon texte, apporte un point de vue interne. Le point de vue interne va favoriser le registre fantastique, tout simplement parce qu'on va être dans la tête du personnage. Ensuite, on va essayer de regarder s'il y a du vocabulaire de la peur. Alors, voilà, je regarde et bien évidemment, je peux souligner ici terreur. Je peux même aller jusqu'à insurmontable parce que ça montre un peu le degré de terreur. Une expression, mes cheveux se hérissèrent, voilà. Mes dents s'entrechoquèrent, j'avais parlé tout à l'heure de manifestations physiques. Et bien là, on est juste dedans. Encore une fois, la sueur froide. Donc là, on est sur cette partie-là, on a effectivement un champ lexical de la peur qui amène des noms, des adjectifs, des expressions, et donc on précise qu'il y a des manifestations physiques de la peur. Ensuite, je dois aller voir s'il y a du vocabulaire du doute. Et là, je suis plutôt sur ma deuxième partie. Effectivement, j'avais dit qu'il y avait souvent les ponctuations expressives. Donc ça, je peux le mettre dans le doute, mais aussi dans la peur. Je n'ose pas dire, voilà, là on est vraiment sur une interrogation. Et ici, j'attire ton attention sur le fait que j'ai un temps bien particulier qui amène justement cette idée d'hypothèse. L'hypothèse, c'est le doute. Là, je suis au croirait, prendrait, c'est du conditionnel. Et le texte se termine sur l'évocation de la folie, de l'hallucination, puisqu'ici, c'est la raison pour laquelle il ne souhaite pas le dire, puisqu'il y a eu un événement étrange. Les personnages d'un tableau, selon lui, se sont mis à sortir et à bouger. Donc là, il se dit, non, mais on ne me croirait pas, on me prendrait pour un fou. La fin doit amener à une double interprétation. Ici, il ne s'agit que d'un extrait, mais effectivement, la double interprétation, c'est soit vraiment cet événement étrange a eu lieu, et donc il y a eu du surnaturel, soit le narrateur rêvait, ça c'est rationnel, soit il était enivré, ça arrive des fois, peut-être qu'il avait bu trop, soit il a halluciné, il est dans la folie, et donc il s'agit plutôt d'un problème, dans ces cas-là peut-être psychiatrique ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.